dès que vous avez une idée, dès que vous commencez un processus de création, il faut penser à la protection. Aujourd'hui, on remarque que le droit est un pilier sous-estimé dans le secteur de la mode. Le droit, normalement, devrait être considéré comme le socle de la mode. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre que le droit est très important dans la pérennité même de la mode et dans la sécurité de l'expression artistique. Et quand vous parlez de création originale, Oui. le droit prévoit des tests qui régissent la création originale. Pour le jeune entrepreneur dans le domaine de la mode, le droit doit être considéré comme Je prends par exemple le cas de la marque Michel Deguenon. Nous produisons beaucoup de modèles de sacs et je remarque qu'une autre marque reproduit le même modèle que nous avons reproduit. Dans ce cas, je peux entreprendre des actions juridiques. L'art est la dimension cachée de toute activité professionnelle. L'auteur d'une œuvre doit s'assurer de ne pas perdre les éléments qui ont participé de la création progressive de l'œuvre. Et quelles sont donc alors les étapes pour déposer une marque? Alors, la première étape, je pense que j'ai... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier de Michel, le podcast RMD, Réussir la mode de demain. Ici, on coule les idées, on repasse les doutes et on habille les rêves de ceux et celles qui font la mode béninoise, ouest-africaine et africaine. Nous aborderons dans ce 3e numéro la place du droit dans l'industrie de la mode. Et pour en parler, je reçois pour vous un homme de droit, avocat au barreau depuis 2015, reconnu pour son professionnalisme et son éloquence, disant bientôt qu'il œuvre avec passion, rigueur et audace dans le monde du droit, alliant une solide expertise juridique à une présence remarquable sur la scène nationale et internationale. Maître Hugo, bonjour. Bonjour Michel. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur mon atelier. Je voudrais que vous vous présentez au mieux à nos spectateurs. Alors, le plaisir pour moi. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, me présenter, je pense que je ne pourrais pas faire mieux que vous. Et donc, je m'en remets à votre présentation. Ok, d'accord. Oui, aujourd'hui, nous parlerons du droit, mais de manière un peu plus spécifique. La place du droit dans le secteur de la mode. Selon vous, pourquoi on remarque cette sous-estimation du droit dans l'univers de la mode? Alors, je pense que tout part d'un constat. Les acteurs de la mode et même les critiques, ceux qui ont un regard sur cet univers artistique, ont souvent tendance à opposer la mode qui est innervée par la créativité. La créativité, cela relève davantage de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle souvent donc des œuvres de l'esprit. Et donc, c'est souvent opposé au droit. Et le droit qui est considéré comme une science rigide, fait de règles établies. Et cette rigidité, parfois faussement prêtée au droit, crée ce contraste qui est à la réalité un trompe-l'œil et qui semble opposer les deux univers. Mais il est important de les concilier aujourd'hui, d'où la pertinence de votre podcast de ce jour qui nous permet d'inscrire et de graver dans les esprits que le droit est le socle de l'expression artistique dans l'univers de la mode. Parce que l'émulation de l'esprit qui permet de nourrir
l'univers de la mode doit pouvoir s'accompagner de la sécurité juridique et de la protection que le droit apporte à ces acteurs-là de la mode qui nous permettent de rêver, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et même lorsqu'on parle de protection, quels sont les principaux droits qui régissent les protections d'une marque? Par exemple, une marque de vêtements ou une marque de maroquinerie ou même des motifs, des dessins. Quels sont les principaux droits qui régissent ça? Alors, comme nous sommes dans un exercice d'intéressement des gens à la chose juridique en lien avec l'univers de la mode, nous allons essayer de ne pas être très rigoriste dans notre expression pour permettre à tout le monde de comprendre. Et nous allons également essayer de ratisser un peu large pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que chacun puisse en tirer l'essentiel. Alors, faisant cela, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a plusieurs régimes juridiques qui peuvent coexister. Alors, quand nous prenons, par exemple, les droits d'auteur, et ça protège les créations originales qui portent l'empreinte de l'auteur. Et nous allons donc procéder par catégorisation. Après les droits d'auteur, on peut parler des dessins et modèles. Les dessins et modèles offrent une protection plus spécifique relativement aux formes esthétiques et ornementales. Et il y a également le droit des marques. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Et la marque étant considérée comme un signe distinctif qui permet justement de rattacher une œuvre à un auteur spécifique et qui distingue cette œuvre-là des œuvres qui coexistent. Et donc, le droit des marques permet justement de protéger ce signe-là que le propriétaire de l'œuvre aura choisi pour distinguer son œuvre. Et enfin, nous avons les brevets. Les brevets, c'est surtout en matière industrielle et ça permet de protéger des processus techniques de création par rapport à des innovations technologiques, par exemple. Bref, ce qui est ressorti de la production industrielle. Donc, c'est un peu cela, on peut schématiser un peu les choses sous cet angle-là. Et quand vous parlez de création originale, Oui. le droit prévoit des tests qui régissent la création originale, c'est ça? Alors, l'originalité, c'est la chose qui distingue même l'acteur de mode ou l'acteur de l'univers artistique. Alors, l'originalité est d'abord factuelle avant d'être juridique. C'est un fait. C'est une inspiration qui apporte quelque chose de nouveau dans un monde qui préexiste avant l'œuvre originale. Et donc, quand nous évoquons la question d'originalité, ailleurs, lorsqu'on commencera des démarches, par exemple, d'enregistrement de l'œuvre, on fera par exemple une recherche d'antériorité pour vérifier s'il n'y a pas une œuvre similaire qui préexiste. Et donc, je suis en train de faire un lien très lent vers le droit pour répondre à votre question et vous dire que l'appréhension juridique de l'œuvre originale part d'abord de la collecte des éléments de création de l'auteur. D'où l'auteur d'une œuvre doit s'assurer de ne pas perdre les éléments qui ont participé de la création progressive de l'œuvre. Je parle par exemple de croquis, je parle par exemple de d'ébauches, de prototypes. Recherche et développement, le mood board. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Et vous avez abordé un sujet qui a retenu mon attention, le brevet. Et ça, c'est principalement pour ceux qui sont dans un processus industriel. Exactement. Quand on parle de processus industriel, est-ce que le droit prévoit une certaine quantité de production, une certaine, est-ce qu'il y a
comment on appelle, des règles juridiques pour accepter que oui, cette entreprise est maintenant une entreprise industrielle et donc on peut lui obtenir le brevet? Ou est-ce que si j'ai par exemple mon atelier et que, je sais pas, j'ai 100 mètres carrés et que sur ces 100 mètres carrés, j'ai peut-être une vingtaine de machines et que j'arrive à produire 500 pièces, 1000 pièces, je peux me permettre d'aller demander en fait un brevet et tout ça. Alors, la norme n'est pas quantitative. Donc, Ok. elle n'est pas liée à la masse de production. Le brevet, à la réalité, est la protection juridique, la reconnaissance de propriété accordée à quelqu'un qui a défini un processus ou un procédé de bien organisé étape par étape pour atteindre une création. Donc, ce qui est breveté, c'est le processus de création. Et nous sommes en matière industrielle. Donc, lorsque, je sais pas moi, vous créez, je sais pas, une boisson, vous allez, vous pouvez breveter la recette. Et donc, la recette est composée aussi bien donc des ingrédients que des doses que vous utilisez par rapport à chaque ingrédient pour aboutir à une saveur bien particulière. Et c'est la particularité de cette saveur qui fait l'originalité et donc qui va rendre éligible votre création au brevet. Alors, tout le reste ne sont que des considérations d'ordre davantage commercial. Ok, Voilà. ok. Donc en fait, précisément dans le secteur de la mode, ce serait le procédé pour mettre en place une tenue ou le procédé pour mettre en place une chaussure. On décide maintenant de la breveter. Oui, vous pouvez breveter cela, mais lorsque vous êtes dans une optique de réplique, voyez-vous, alors si vous estimez que vous avez créé un procédé particulier de confection d'une chaussure, oui, vous pouvez donc postuler à l'obtention d'un brevet. Mais si, en revanche, c'est votre marque, votre savoir-faire que vous voulez protéger, la marque suffira dès lors que vous la posez sur une de vos créations. Bref, vous avez compris que l'œuvre artistique bénéficie de diverses protections suivant les éléments que l'on veut protéger. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que la protection peut prémunir contre la contrefaçon? Je pense que la protection est le premier bouclier contre la contrefaçon, puisque la protection vous confère des droits qui sont quasi exclusifs sur l'œuvre. Et donc, lorsque votre œuvre subit une contrefaçon, c'est le moment pour vous de jouir des prérogatives que vous accorde la protection, d'où il est important de protéger. Ok. Et ça voudra dire, c'est toujours pour mieux comprendre, hein. Je prends par exemple le cas de la marque Michel Deguenon qui a été déposée et nous produisons beaucoup de modèles de sacs. Ok. Et je remarque que une autre marque reproduit le même modèle que nous avons reproduit. À la différence près, juste les tissus ont été changés. Dans ce cas, je peux entreprendre des actions juridiques. Comme vous l'aurez constaté vous-même, vous avez enregistré la marque Michel Deguenon. Vous n'avez pas enregistré le processus de création du sac. Et donc, il ne vous est pas exclusif. Donc, malheureusement pour vous, le sac pourra être créé sous une forme similaire et recevoir une autre marque. Mais si le sac est créé sous cette forme-là et reçoit la marque Michel Deguenon et que ce n'est pas votre création, ou il y a une imitation de votre marque, vous pouvez faire une revendication. Mais en revanche, sur le modèle même, je l'ai dit tout à l'heure, la protection de la marque est différente
de la protection des modèles et Des dessins modèles et des dessins. et de la protection, par exemple, d'un procédé de création Procédé de industrielle. Oui. création, ok. Et quelles sont donc alors les étapes pour déposer une marque? Alors, la première étape, je pense que j'ai devancé les choses tout à l'heure. J'ai commencé par le dire. La première étape, c'est la recherche d'antériorité. Ça permet de vérifier la disponibilité du signe ou du logo, tout ce que vous voulez utiliser comme marque. Alors, dès lors que cette recherche d'antériorité est fructueuse, il y a maintenant la catégorisation par le choix des classes, et les classes des produits, parce que divers produits peuvent être les marques peuvent être enregistrées pour divers produits. Et donc, par exemple, vous avez les vêtements et les chaussures, etc., qui appartiennent à la classe 25. C'est juste un exemple. Donc, après la catégorisation suivant les classes, vous pouvez maintenant faire le dépôt de votre demande auprès de l'organisme compétent. Bon, ça peut être le BUBEDRA, ça peut être l'OAPI, ça dépend de là où vous vous situez, de la portée de la protection que vous souhaitez. Et dès lors que vous avez fait votre dépôt, vous faites le suivi donc de votre dossier, et lorsque vous obtenez l'enregistrement de la marque, il est important de renouveler cet enregistrement parce que les gens l'oublient parfois, et donc le droit se consume, ça s'estompe avec le temps, et donc la marque n'est plus protégée, mais ils pensent que la marque continue d'être protégée, et après, lorsqu'ils subissent des actes de contrefaçon ou autres attaques à leur marque, et ils sont démunis de cette protection et ils ne peuvent plus s'en prévaloir. Et enfin, une chose sur laquelle il est important d'attirer l'attention des uns et des autres, c'est l'exploitation effective de la marque pour éviter les questions donc de déchéance pour non-usage de la marque. Parce que vous ne pouvez pas choisir un signe, un logo et l'enregistrer comme votre marque, rendant ainsi le dit signe et le dit logo indisponible pour les autres, et vous abstenir de l'exploiter indéfiniment. Et à un moment donné, vous allez subir la déchéance et la marque redeviendra disponible. Ouais, je comprends. Je crois même que c'est chaque 10 ans. En tout cas, pour celle que j'ai eu à faire, Oui. J'ai 10 ans pour pouvoir la renouveler. Oui. Si on aborde le droit dans le commerce international, quels sont les éléments que vous pensez qu'un designer doit savoir en termes de commerce international? Parce que nous estimons que notre environnement ou que le public est assez restreint pour nous et qu'on décide en fait d'internationaliser nos produits. Quels sont les éléments du droit que nous devrions savoir? Votre question est très pertinente parce que cela n'obéit à aucune logique commerciale que de restreindre son marché. Et le marché domestique peut très vite devenir étriqué, comme pour Michel Deguénon dans les œuvres Voyage à travers les frontières. Merci pour le clin d'œil. Et donc voilà, c'est important. Et pour justement que ce voyage se fasse en toute sécurité, c'est important que l'acteur de la mode ou le propriétaire de ces produits-là qui entend les commercialiser à l'international puisse se familiariser avec un certain nombre de règles. La première chose et la première précaution à prendre, c'est de maîtriser un peu le droit de la propriété intellectuelle de l'État dans lequel le produit doit se commercialiser, voyez-vous, parce que les normes juridiques changent et évoluent suivant les territoires dans lesquels ils sont édictés. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une obligation de vous renseigner, tout au moins, sur l'essentiel à savoir avant de commercer et sur un territoire relativement donc à la propriété intellectuelle. Et poursuivant, il est important également de maîtriser les règles douanières qui sont liées notamment aux questions donc de contrefaçon et de licence. Et une autre précaution à prendre qui est importante, c'est également se familiariser avec les accords internationaux en matière donc de propriété intellectuelle.
contractuels qui règlent des questions importantes et transfrontières, parce que ce sont des accords internationaux. Donc, ces accords-là transcendent le droit des États à l'interne pour poser des normes qui sont davantage applicables à tous les acteurs sur le marché international. Et vous avez l'obligation également de maîtriser la contractualisation avec ou vos partenaires en termes donc de production ou vos partenaires en termes de distribution pour maîtriser l'usage et la circulation de vos produits. Et donc, il y a des clauses importantes qu'il faut mettre parfois dans les contrats pour ne pas se faire abuser parce que l'on a transcendé, l'on s'est affranchi de son cadre national pour essayer de conquérir un marché un peu plus large. Je retiens donc pour une marque qui décide d'ouvrir ses portails internationaux qu'il faut déjà se renseigner sur la propriété intellectuelle, Oui, sur les clauses contractuelles qui oui, régissent les clauses contractuelles du pays, oui, oui. et sur les Les règles règles douanières. douanières. Mhm. Les règles douanières. Oui, oui. D'accord. Et les accords Et, internationaux, c'est important. et les accords internationaux. Oui. Ouais. Et est-ce que les accords internationaux interviennent dans la vente en ligne? Du moment où, quand on parle de vente en ligne, c'est tout un circuit, c'est beaucoup de pays et tout ça. Alors, Internet a ceci de particulier que ça abolit les frontières physiques. Et donc, vous êtes de plein pied dans le commerce international, si on peut parler ainsi, ou en tout cas qui intègre beaucoup d'éléments d'extranéité. Alors, il faut faire attention dans ces conditions aux règles qui régissent déjà le commerce en lui-même et aux règles qui régissent l'univers du numérique, c'est-à-dire le support de discussion des protagonistes de la chose commerciale. Alors, les accords s'appliquent déjà à la transaction, mais encore des accords ou des tests spécifiques liés au cadre d'expression donc de ce commerce s'appliquent également, c'est-à-dire les règles liées au numérique. Donc voilà, la seule chose que vous allez ajouter à votre corpus juridique dans le cadre d'une transaction qui se déroule en ligne, c'est la réglementation donc en matière de numérique. Le numérique. Ok, d'accord. Y a-t-il une réglementation sur les prononciations comme éco-responsable, made in Benin, made in Africa? Alors, les mentions éco-responsables Made in Benin obéissent à des régimes juridiques qui ont des conséquences importantes qu'il faut savoir pour ne pas en abuser justement et ne pas subir des procédures. Parce que ce que l'on essaie d'éviter ici, c'est par exemple des mentions erronées ou mensongères ou une publicité trompeuse. Alors, quand nous prenons la mention Made in Benin, par exemple, qui fait référence à une origine géographique, il est important que cette origine géographique-là soit vérifiable par des critères définis par les douanes. Parce que lorsque vous dites que c'est Made in Benin, les éléments que vous apportez au soutien de cette allégation relativement à l'origine de votre produit doivent être vérifiables déjà au cordon douanier et pouvoir permettre de rattacher le produit à la source ou à l'origine qu'on lui a prêté. Si cet itinéraire n'est pas possible, c'est que vous allez tomber dans ce que l'on peut appeler la publicité trompeuse et vous pouvez donc être poursuivi pour avoir abusé de l'usage de cette appellation. Et éco-responsable, par exemple, c'est une allégation qui nous renvoie à des normes environnementales. Et relativement à cela, il faut pouvoir mettre à disposition des éléments qui nous permettent de vérifier la sincérité, par exemple, du recours à des normes ISO, par exemple, dans la création ou de la production de l'article, ou le label qui
effectivement atteste de ce que c'est un produit éco-responsable. Et donc, il ne s'agira pas de mettre Made in Benin ou éco-responsable de manière fantaisiste. Derrière, il faut être en mesure de prouver effectivement que c'est Made in l'origine que vous avez mis ou que effectivement c'est un produit éco-responsable qui est respectueux des normes environnementales et qui est peut-être labellisé. Donc c'est que quand on parle du made in le pays, c'est que il faudrait qu'elle soit produite sur vraiment le territoire. En tout cas, il faudrait que on puisse rattacher le produit, oui, au territoire dont on dit qu'il est issu. Oui. Et quel conseil donnerez-vous à une marque émergente, une marque de mode bien sûr, émergente, qui, je ne sais pas, je vais dire une très jeune marque, une jeune marque qui décide de se lancer. Quel conseil donnerez-vous? Alors, bon, écoutez, nous sommes en train de parler de droit et de mode. Le conseil que je pourrais donner à un tel entrepreneur dans le domaine de la mode, c'est forcément un conseil juridique. Et le premier conseil, c'est de savoir allier création et protection. C'est très important. Dès que vous avez une idée, dès que vous commencez un processus de création, il faut penser à la protection. Et il faut commencer, donc dans le sens de cette protection, à documenter votre travail. Toutes les étapes que vous suivez dans la conception, il faut penser à les documenter. C'est ça qui permettra de prouver plus tard le caractère original de l'œuvre et qui vous est rattaché. Et donc, nous avions parlé tout à l'heure de croquis, nous avons parlé d'ébauche, nous avons parlé de prototype. Et il faut conserver ces éléments-là qui vont permettre donc de s'assurer de l'originalité de la création. Alors, à part ça, il faut apprendre à contractualiser en toute sécurité juridique. Et la contractualisation qui allie un désir de collaborer avec des partenaires pour la production ou pour la distribution, mais dans la sécurité juridique, cette contractualisation-là qui intègre un certain nombre de clauses, par exemple d'exclusivité, de confidentialité, des clauses qui vous protègent par rapport à un usage abusif de votre création ou à une distribution qui justement ne vous est pas profitable mais qui n'est profitable qu'aux distributeurs. Si vous négociez mal, vous pouvez vous retrouver dans ces cas-là. Et donc, il doit faire attention à ces choses-là et également c'est important d'anticiper sur l'évolution de sa création. Une marque naît, vit et parfois peine à mourir. Et c'est ce qu'on souhaite. Et que la marque soit éternelle, c'est-à-dire qu'elle devienne une marque notoire, avec une très grande notoriété. Et donc, il faut anticiper sur son évolution en mettant en place des garde-fous juridiques qui permettent de ne pas se voir, par exemple, arracher sa création. Dès lors qu'elle commence par prendre de l'ampleur. Et pour cela, tout ce que je peux dire, c'est de s'entourer de conseils juridiques avisés au fur et à mesure des étapes de l'évolution de la marque. Et in fine, il faut retenir que pour le jeune entrepreneur dans le domaine de la mode, le droit doit être considéré comme un levier stratégique qui permet de rendre son activité pérenne plutôt que comme une science obscure dont il faut s'éloigner pour se concentrer juste sur son activité artistique. Et conseil juridique, ce sont des coûts. Je prends une marque qui vient de naître, sur fonds propres, n'a pas le budget adéquat pour prendre un juriste. C'est possible.
de se faire autodidacte en la matière, puisque la matière est disponible. Elle est accessible pour peu que l'on s'engage dans une recherche pour se familiariser avec les notions donc de propriété intellectuelle et de protection des droits illicites. En revanche, voyez-vous, l'homme de l'art a une expertise qui transcende forcément les balbutiements de l'autodidacte. Et si tel est le cas, il faut forcément quelque part souffrir du coût de cette expertise. Je pense que nous sommes dans un écosystème où les différents acteurs peuvent trouver les modalités les plus flexibles pour accompagner les entrepreneurs suivant le niveau de croissance qui est le leur au moment où ils expriment leurs besoins juridiques. Alors donc, je préfère vous suggérer de partir du postulat de la nécessité d'avoir des conseils juridiques avisés et maintenant de trouver les modalités les plus adéquates par rapport au stade de l'évolution de la société. Je trouve que c'est la meilleure parce que se faire autodidacte, on ne conseille pas trop. Non. Si la mode est une forme d'expression, que dit le droit sur la liberté de créer? Le droit reconnaît toutes les libertés et même celle de créer, n'est-ce pas? Absolument. Donc, le droit reconnaît et respecte la liberté de création et le droit l'encadre et l'accompagne. Et donc, si on est libre de créer et que il n'y a quasiment pas de fer à l'esprit et que l'esprit donc vogue partout et peut aller dans tous les sens. Et il faut pas oublier que la création s'exprime et s'incarne dans un contexte qui est régi par des normes. Et donc, cette création doit pouvoir respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, et qui sont la limite à toute chose. Et la mode n'y échappera pas. Alors, le droit ne constituera pas pour autant un frein à la création, mais juste des balises qui permettent une création saine au profit de tous les sujets de droit dans un État qui est régi par des normes. Donc, créons en accord avec les règles qui régissent notre société. Et est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est de dire à nouveau mon plaisir d'être invité sur ce podcast parce que je nourris une conviction qui est celle-ci. Je pense que l'art est la dimension cachée de toute activité professionnelle. Et voyez-vous, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai coutume de dire que l'élégance est au corps ce que l'éloquence est au verbe. Et donc, je pense qu'il faut joindre une grande dose d'agréable à l'utile que nous faisons. Et vous baignez dans la création et vous avez estimé quand même qu'il faut prendre des précautions pour créer, mais en toute sécurité. Et pour cela, je pense que votre numéro de ce jour est très pertinent et j'invite les uns et les autres, les acteurs du monde artistique, à ne pas s'éloigner du droit et en restant près du droit, continuer de créer en toute liberté. Merci. Maître Hugo, merci. Ce fut également un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur mon atelier et d'avoir échangé. Les échanges furent fructueux. On a beaucoup appris de vous. Et ce serait un plaisir de vous recevoir ou de vous voir sur d'autres activités. Je reste disponible. Ok. L'atelier ferme ses rideaux pour aujourd'hui, mais les aiguilles continuent de tourner. Continuez de rêver, continuez de coudre, continuez de croire, comme Maître Hugo qui était notre invité de ce jour. Avec lui, nous avons appris
que pour une marque qui décide d'aller à l'international, il est important de travailler de s'informer, sur la propriété intellectuelle, les règles douanières et les clauses contractuelles du pays. Nous avons également appris que le droit est un levier stratégique qui permet de rendre sa marque pérenne. Et n'oubliez pas, la mode de demain se prépare. Un fil à la fois. À la prochaine dans l'atelier de Michel, le podcast RND, Réussir la mode de demain. Merci.